bonjour Moïse, bonjour Stéphane, bienvenue sur ce plateau. Bonjour, Moïse. bonjour Carole, bonjour Stéphane. Nous saluons également les téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Alors, bonjour Stéphane. Oui, bonjour Carole, bonjour Moïse, bonjour aux téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM également. Ravi de vous retrouver sur ce dernier numéro pour nous, pour cette équipe, où Moïse revient. Plaisir. Au cours de la semaine. Oui, Vendredi, oui, vous êtes encore là. Oui, Oui, en oui. principe. Parce que là, jeudi, c'est le nouvel Ah oui, c'est le nouvel an. Bon, Donc pour nous, c'est le dernier numéro sur ce plateau de Matin Oui, d'Éden. Ouais, je serai là vendredi, bien évidemment, mais le vendredi, ça va être l'année prochaine. Oui, donc, Voilà. donc, disons Donc, effectivement. c'est le dernier jour C'est le pour nous dernier tous, jour, oui. pour l'année, pour le Pour compte l'année, de oui. l'année 2024. Bienvenue à nouveau. 25. 25. Bienvenue à nouveau. Nous allons commencer, mais avec quel sujet? Les guépards. On va commencer avec On va finir avec les les guépards. guépards. Ok, d'accord. On va finir avec le sport, mais par contre, commencer par les exigences du gouvernement vis-à-vis des partis politiques qui doivent désormais, au cours ou tout au long de cette campagne électorale, respecter l'environnement et protéger l'environnement. Alors Moïse, je commencerai par vous. Pourquoi, selon vous, le gouvernement juge-t-il qu'il est nécessaire de faire les mises en garde pendant cette période électorale aux partis politiques? Merci, Carole. Il est très important de rappeler aux téléspectateurs et auditeurs que ce n'est pas surtout une nouvelle disposition ou décision du gouvernement, c'est juste que c'est parce que nous, en tant que citoyens, nous avons généralement été durs d'oreille. On n'a pas souvent respecté tout ce qu'il y a comme disposition en termes de dispositions légales parfois, mais également en termes de consignes, de règles, de codes de conduite dans la société. Et cela déteint un tout petit peu sur la façon de faire un certain nombre de choses. Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on interdit de faire les affichages pêle-mêle, et pas forcément en temps de campagne électorale comme c'est le cas maintenant, mais de façon générale par rapport aux différentes campagnes, notamment publicitaires et autres affichages d'informations que l'on peut observer ça et là dans la ville, également dans certains lieux d'éducation, même parfois à l'université. Vous allez voir sur tout ce qu'il y a comme bâtiments, que ce soit en termes de salle de cours ou même bâtiments administratifs, vous allez voir que pêle-mêle, les étudiants mettent les affiches, ce qui non seulement salit l'environnement, mais également endommage le mobilier et tout ce qu'il y a comme ouvrage qui accueille les étudiants, qui accueille les chercheurs, qui accueille les enseignants. Et donc ici, effectivement, dans le cadre de la campagne électorale pour le compte des élections législatives et communales de 2026, du janvier 2026, tout à l'heure là, et les candidats, les écuries, les différentes formations politiques ont commencé effectivement par aller à la quête de l'électorat. Et cela passe également par les affichages, donc c'est-à-dire c'est le moyen de communication de proximité. Et effectivement, vous allez déjà constater un peu partout dans la ville, que ce soit sur les poteaux électriques, que ce soit sur les édifices publics, que ce soit sur les supports des feux tricolores, et les uns et les autres vont déjà poser leurs affiches contre ces ouvrages-là. Et cela, vous n'allez pas oublier que le gouvernement quand même de la rupture a fait beaucoup d'efforts pour assainir le cadre de vie, pour assainir l'environnement, pour rendre propre tout ce qu'il y a en termes de nettoyage, que ce soit des rues, mais également en termes de peinture sur les ouvrages et parfois les édifices qui bordent certains axes pour que cela puisse être attrayant au regard, et surtout en cette période de fête également, il ne faut pas l'oublier. Et il y a beaucoup d'endroits qui ont été embellis à travers un peu partout dans la ville, et donc ces affiches-là sont en train de salir tout simplement les efforts qui ont été consentis ça et là par le ministère de cadre de vie, parce que c'est le ministère de cadre de vie qui est surtout monté au créneau pour rappeler également bien évidemment les contrevenants à l'ordre et dire quelle
peuvent être les risques que les auteurs et donc les partis politiques bénéficiaient, mais également les individus qui s'adonnent à cette pratique-là et qui pourraient peut-être se faire surprendre au moment de la pose de ces affiches-là, les risques qu'ils sont en train de courir en se comportant ainsi. Et donc ce n'est pas nouveau. Il y a également les associations de défense de l'environnement qui avaient déjà l'habitude de monter au créneau et de dénoncer la pratique. Vous voyez, il est arrivé un moment sous l'échangeur, le passage à niveau de Weiho, c'était pratiquement pas vivable. Vous ne pouvez pas passer par là et essayer de contempler un tout petit peu la nature parce qu'il y avait des affiches un peu partout sur tout ce qu'il y avait comme support pour tenir l'ouvrage en dessous. Vous voyez, ça salit drastiquement l'environnement et certaines associations s'étaient mobilisées spontanément. Et il fut un moment, j'avais particulièrement suivi cette situation-là pour nettoyer donc tout ce qu'il y avait comme déchets, comme saleté posé contre ce genre de réalisation d'ouvrages publics. Et donc on est en train d'observer de nouveau la situation alors que à plusieurs reprises, quand même des efforts ont été faits pour sensibiliser, pour communiquer, pour que les citoyens puissent comprendre qu'il y a une certaine façon de faire les choses. Il ne faut pas davantage en rajouter à tout ce qu'il y a déjà comme travail, comme effort à faire pour pouvoir embellir et assainir le cadre de vie. Il ne faut pas en rajouter davantage parce que simplement quelques individus sont en train de vouloir effectivement mobiliser l'électorat. On comprend l'enjeu. Mais n'est-ce pas tout ceci qui donnait vie à la campagne électorale? Oui, donner vie à la campagne électorale, c'est d'abord et avant tout des idées. Et les idées, ce n'est pas des idées pour des excusez beaucoup plus le terme, ce n'est pas des idées pour des non-citoyens. Vous voyez, j'ai essayé de trouver quelque chose qui va pouvoir passer crème. C'est pour des êtres humains quand même. Et donc, dans ces conditions, il faut faire l'effort de ne pas, en voulant conquérir l'électorat, en voulant mobiliser, c'est vrai, en voulant donner vie à la campagne, il faut faire l'effort de ne pas d'éteindre négativement en même temps sur les mêmes... Vous savez, c'est de l'éducation également. Assainir, entretenir l'environnement, c'est également de l'éducation. Et dans les salles de classe, on répète cela souvent aux apprenants, aux élèves. Et donc, quand des adultes, parce que les questions électorales, c'est les questions qui engagent surtout les adultes, quand des adultes en viennent à ne pas pouvoir respecter ce qu'on apprend par exemple aux enfants et dans les écoles, dans les basses classes, vous voyez que c'est délicat, c'est difficile de faire passer le message et de faire adopter les bons comportements aux plus jeunes. Donc c'est la raison pour laquelle c'est vrai, ça participe également effectivement d'une certaine ferveur par rapport à tout ce qu'il y a comme élection, mais élection là que nous avons toujours voulu arrimer à messe, à fête, etc. C'est surtout la fête des idées. Et donc les médias sont déjà mobilisés, beaucoup de médias, c'est plus d'une centaine de médias qui ont été mobilisés pour participer à la diffusion des contenus, que ce soit à travers les télévisions, à travers les radios, à travers les médias en ligne, à travers la presse écrite, etc. Les médias sont déjà mobilisés. Les acteurs ont le plein pouvoir pendant 2 semaines, pendant 15 jours ouvrables, pendant 15 jours au moins, d'être sur le terrain, d'être au contact des citoyens. Et il n'est pas également interdit de poser des affiches. On demande simplement que les gens ne posent pas les affiches contre les édifices publics, contre les ouvrages stratégiques, parce que aller par exemple mettre les affiches contre les bâtiments publics, contre les poteaux et les supports des lampadaires qui bordent les rues par exemple, quand la campagne finit, on ne trouve plus personne pour aller nettoyer en réalité. C'est de ça qu'il s'agit. Ou alors même au moment de nettoyer, ça devient compliqué de décoller. Donc, il serait plus indiqué que, vous voyez, certains partis politiques, par exemple, ils commandent aux menuisiers de faire des cadres et ils mettent leurs affiches et ils vont déposer sur les artères. De telle sorte qu'à la fin de la campagne, on puisse aller rapidement et facilement déplacer ce que l'on a posé comme affiche entre-temps. Et donc, c'est mieux de procéder ainsi que de salir au passage tout ce qu'il y a comme ouvrage public dont on a dépensé l'argent quand même du contribuable pour assainir, pour entretenir. Vous voyez, il ne faut pas en même temps que l'on est en train de vouloir mobiliser la masse autour des questions d'intérêt
public, d'intérêt politique, qu'on engage encore la masse dans des charges, des dépenses qui ne vont pas forcément arranger nos affaires à tous. C'est comme cela, c'est dans ce sens que je perçois. C'est surtout une question d'éducation. Il faut qu'on prenne les bonnes habitudes. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Alors, Moïse a commencé par répondre à la question que j'avais pour vous, Stéphane. Elle est celle-ci, la question. Comment les partis politiques pourraient contrôler ou mettre en application ces exigences? Je pense que ça va être un peu difficile. Un peu difficile parce que c'est vrai que les partis politiques sont responsables de ces affichages-là, mais ces partis politiques ne maîtrisent pas toujours ceux aux mains desquels ces affiches se retrouvent en dernier ressort, donc ne maîtrisent pas forcément ceux qui font ces affichages-là un peu partout. Donc ça va être un peu difficile, et il faut pouvoir en appeler à la conscience citoyenne de tous les Béninois et de se dire que l'État investit quand même assez de moyens pour faire les infrastructures. Et lorsqu'on dépense des moyens pour faire les infrastructures, c'est pour s'assurer de sa durabilité dans le temps, de sa pérennité dans le temps. Et donc, si l'État utilise nos impôts pour faire les infrastructures et que nous-mêmes, par des actes peu civiques, nous contribuons à accélérer ou à contribuer à la détérioration, n'est-ce pas, donc, de ces infrastructures-là, ce ne serait pas quand même bien. Et la réflexion que cette question m'inspire, c'est à quel moment le ministère en charge du cadre de vie ou le gouvernement a décidé d'impliquer les partis politiques dans cette campagne-là. Parce qu'en vrai, ce n'est pas en plein cœur de la campagne électorale qu'il faut commencer par faire ce rappel-là. Il faut pouvoir déjà, un peu avant, informer les partis politiques pour que ces partis politiques-là puissent savoir les espaces qu'ils doivent couvrir et comment est-ce qu'ils doivent procéder à ces affichages-là pour mieux s'organiser. Lorsque c'est déjà lancé, que ça va dans tous les sens, ça va être un peu, je veux dire, un peu compliqué. Et donc, c'est vrai qu'il y a des acteurs de la société civile qui font quand même un travail assez louable dans ce secteur. Mais je trouve que le problème le plus important, au-delà même de tout, et Moïse a commencé par le soulever, c'est que le problème, ce n'est pas les affichages, en fait. Le problème, c'est ce qui se passe après la campagne électorale. Parce que la plupart du temps, lorsque vous passez par là où les gens ont mis les affiches, c'est que les partis n'organisent plus leurs militants à retourner pour décoller ces affiches-là, ou ces militants n'ont pas toujours, je veux dire, le matériel nécessaire pour faire le décollage de ces affiches-là. Donc, c'est sur tous ces éléments-là qu'il faut pouvoir travailler. Et déjà, identifier les couloirs qu'il faut utiliser pour faire les affiches. Maintenant, on peut faire une autre option. On peut, si l'État veut préserver les infrastructures, l'État peut peut-être décider de faire peut amener les partis politiques, les formations politiques à opter pour les panneaux, les grands panneaux publicitaires dans toutes, n'est-ce pas, donc les villes. Mais ça nécessite des moyens. Peut-être qu'à ce niveau, ça va nécessiter plus de moyens. Alors là, peut-être, moi je me rappelle qu'à l'ancien, pendant les campagnes électorales, il y a les affichettes, là, les petits trucs là que les gens faisaient, et ils passaient dans les maisons et ils distribuaient. Et donc, les formations politiques peuvent faire le choix de cette option-là et demander à leurs militants, au lieu de faire les cocolages là, de faire les affichages là, de passer dans les maisons et de distribuer les petites affiches là aux électeurs. Encore qu'aujourd'hui, en tout cas pour le PR, par exemple, on n'a plus besoin de voir l'image des candidats sur les affiches. Donc, on peut faire les logos là en de petites affichettes et distribuer et éviter de faire, je veux dire, les collages un peu partout dans la vie. Et parfois même, tel que c'est fait, ce n'est même pas toujours agréable à la vue.
on le fait de façon très sauvage. Parfois même, vous voyez des affichages où les sens ne sont même pas cohérents. Parfois, c'est le bas, parfois, c'est le haut. Donc, je pense que les formations politiques ont quand même un travail assez profond à faire dans ce sens, un travail d'éducation, un travail de civisme à engager au niveau de leurs militants pour que ce travail-là puisse se faire de façon sereine, sans porter préjudice aux infrastructures qui sont quand même déjà mises en place par le gouvernement. Oui, mais Stéphane, il faut surtout que je revienne sur un aspect que tu as abordé, c'est-à-dire à quel moment est-ce que le gouvernement a commencé par rappeler les partis politiques à l'ordre. Et il faut qu'on comprenne, il faut qu'on commence par prendre les bonnes habitudes. Vous savez, ces petites notions-là sont quand même des notions qui sont enseignées dans les classes, surtout à partir du primaire, c'est-à-dire le respect de la chose publique, le respect du bien public, comment est-ce qu'il faut prendre soin du bien public. Et tout ce que, même si on avait de la peine à respecter, tout ce qu'il y avait comme disposition à respecter par le passé, même si on ne comprenait pas les enjeux, ces dernières années, notamment les 10 années que nous sommes en train d'écouler, les 10 années de la gouvernance de la rupture, là, nous ont montré, vous voyez, à un moment donné, certaines personnes, par exemple, ont dénoncé que l'on ait mis des fleurs à des endroits stratégiques de la ville. Par exemple, vous avez suivi ça dans le développement de l'actualité. À un moment donné, certaines personnes ont trouvé que c'était trop cher d'importer de fleurs, de mettre certaines qualités de fleurs à tels endroits au lieu de bâtiments, au lieu de béton, etc. Vous voyez, c'est-à-dire que la rupture a tout fait pour nous montrer que, effectivement, c'est vrai que nous avons peut-être d'autres soucis, mais que il y a quand même non seulement il y a des priorités, il y a de très bonnes choses à faire. On peut être pauvre et être quand même digne et être quand même propre et être bien présentable. C'est-à-dire que on a commencé à nous habituer à essayer de voir comment nous pouvons avoir une ville très belle, une ville très propre, qui pouvait être au même standard que des villes ailleurs, des villes dans les pays développés par exemple. Et donc, normalement, en tant que citoyen, en tant que compatriote, on doit commencer par prendre le pli. Il y a une petite anecdote que j'ai envie de soulever qui doit interpeller notre conscience. Et c'est en temps de pluie. Les pluies ont commencé, les pluies diluviennes ont commencé. Et à la radio, comme à la télé, on a commencé par passer les communiqués comme d'habitude pendant cette période de pluie, éviter de laisser traîner le courant électrique par terre, et débrancher les matériels électriques, sauter le compteur, etc. Et un étranger qui était, un expatrié qui était en séjour dans le pays et qui suivait évidemment la radio, entend le communiqué, entend le message de sensibilisation et il demande à celui qui est à côté de lui, qui était un compatriote, un béninois, mais si c'est pendant qu'il commence à pleuvoir, c'est en temps de pluie que vous passez tous ces messages, qu'est-ce qu'on fait dans les écoles? Qu'est-ce qu'on fait dans vos écoles? Vous comprenez, non? C'est-à-dire que s'il faut attendre qu'on commence la campagne pour aller encore dire aux partis politiques, et encore que c'est des partis politiques qui aspirent à gouverner, à diriger, et donc qui en principe connaissent les règles et les codes. Un parti politique ne va pas quand même vouloir diriger un pays sale, qui va abandonner dans un état d'insalubrité. C'est-à-dire que c'est le b.a.-ba en fait. On s'attend à ce que les formations politiques puissent l'intégrer dans leur habitude, dans leur comportement, à la fois pour les dirigeants et pour les militants, qu'on ne peut pas disposer pêle-mêle des affiches dans la ville parce que simplement on est à la quête de l'électorat, ce n'est pas possible. Alors ces mises en garde sont-elles suffisantes pour la protection de l'environnement? Ces mises en garde, en réalité, c'est pas élan en réalité comment dire, je vais dire, c'est une sorte de responsabilité. C'est encore très élégant qu'il y ait de mise en garde, quoi. C'est-à-dire qu'il y a déjà suffisamment de matière pour qu'on passe même à une sorte de répression. Et donc il faut encore être très heureux, il faut être encore féliciter, saluer ceux qui ont décidé de mettre en garde, de rappeler à l'ordre avant peut-être de passer à une vitesse supérieure. On doit quand même l'intégrer, c'est des réflexes que nous devrions avoir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas salir, on ne peut pas poser des affiches pêle-mêle parce que simplement on est en campagne. Ce n'est pas permis. Là où il faut parler, là où il faut mobiliser l'électorat existe. Ce n'est pas parce qu'on est allé poser, par exemple, à un seul endroit, uniquement groupé. Vous pouvez voir sur des artères, sur des édifices, les mêmes logos, les mêmes affiches, les mêmes candidats. On peut poser jusqu'à 20
groupés en un seul lieu parce que les militants ne sont pas formés également sur comment optimiser, comment rationaliser les affiches. Vous voyez, ils vont à un seul endroit, ils mettent, parce qu'on leur a confié peut-être une centaine à poser un peu partout à travers la ville et qu'ils ont envie de couper court, de faire vite et de rentrer chez eux. Ils arrivent à un seul endroit, à un endroit unique, ils posent une cinquantaine avant de continuer. Et tout ça, en fait, ce n'est pas agréable à la vue, en fait. Et on a suffisamment de la matière, on est un peuple suffisamment averti pour comprendre qu'on n'a plus besoin, en réalité, d'avoir le bâton et la chicotte après les citoyens, et après surtout les formations politiques, avant qu'ils ne se rendent compte de ce que ça ne va pas servir à quelque chose de salir la ville simplement parce qu'on est en période de campagne. Ce n'est pas tolérable, en fait. Alors, Stéphane, la même question, et la dernière d'ailleurs. Est-ce que ces mises en garde du gouvernement suffisent pour protéger complètement l'environnement? Non, il ne s'agit pas simplement de mettre en garde. Ça ne s'agit pas simplement de mettre en garde. Je pense qu'il faut aller au-delà de la mise en garde. Il faut pouvoir mettre en place un dispositif de veille dans la ville. Et puis, peut-être, au-delà de la sensibilisation, songer à aller à la répression. Parce que vous savez, tant que on ne reçoit pas quelques coups de fouet, on ne prend pas toujours conscience de la dangerosité de l'acte, n'est-ce pas, donc qu'on pose. Donc, il faut pouvoir mettre en place un dispositif de contrôle. Et les partis politiques, puisqu'ils sont, n'est-ce pas, donc mis devant leurs responsabilités, doivent pouvoir jouer également leur partition. Et ça, c'est quand même important. Et puis, au-delà de ça, je veux dire que, vous savez, on peut connaître les tests, hein. On peut connaître les tests, mais parfois, lorsque les objectifs changent, on veut essayer toujours de contourner ce que les tests disent. Et donc, il faut pouvoir appeler au sens vraiment de responsabilité des partis politiques parce que, vous savez, c'est leur intérêt qui est actuellement en jeu. Ils veulent toucher leurs électeurs. Et donc, ils peuvent vouloir passer par tous les moyens pour toucher leurs électeurs. Mais il faut pouvoir le faire tout en sachant que ceux qui veulent des mandats, c'est pour diriger le pays. Et donc, ils ne peuvent pas diriger le pays ou aspirer à diriger le pays en cautionnant l'incivisme, en cautionnant les préjudices aux infrastructures qui sont mises en place par le gouvernement à des coûts quand même assez élevés. Et je pense que le gouvernement de Patrice Talon a quand même fait de gros efforts dans la ville, hein, en matière d'infrastructure. Quand vous allez vers Akapa, il y a quand même des carrefours qu'on voit. On n'a même pas envie de laisser passer. Et donc, on ne va pas quand même prendre les affiches et salir tout ça. Salir tout ça, pas parce qu'on veut optimiser les chances d'un parti politique. Nous écoutent et pourraient même rappeler à l'ordre ceux qui viendraient poser ces affiches sur ces lieux publics. Et je voudrais relever quand même un aspect sur lequel je voudrais chuter. Je pense que lorsque les décisions sont prises, il faut pouvoir communiquer autour. Si vous ne communiquez pas bien autour, ce sera mal perçu. Parce que vous savez, l'opinion qu'on peut se faire très vite, c'est que on peut croire que le gouvernement veut contrôler la campagne électorale encore à travers le ciblage des affiches et tout. Il faut pouvoir que quand des décisions sont prises, on puisse pouvoir véritablement communiquer autour pour qu'on puisse cerner les enjeux, les raisons, les motivations, les mobiles, les motifs pour éviter toute forme, n'est-ce pas, donc, de suspicion. Et je pense que si les citoyens peuvent comprendre la démarche du gouvernement, ce serait tant mieux pour nous tous, parce que si le gouvernement investit... mais les citoyens ont intérêt à comprendre la démarche du gouvernement. Et surtout à contribuer également à la mise en application de ces exigences-là. Alors, nous allons poursuivre avec le second sujet sur ce plateau. Il s'agit de la qualification des guépards du 11 national, qualifiés avant
le choc contre les Lions de la Teranga. Les Guépards à la quête d'un nouvel espoir. Alors, ma toute première question, pourquoi ce match entre les Guépards et les Lions de la Teranga du Sénégal est-il qualifié de choc? Oui, c'est un choc parce que, en raison surtout des enjeux, avant même d'aller voir la qualité des équipes, les enjeux sont très relevés parce que, comme vous venez de le dire tout à l'heure, les Guépards, et heureusement, on avait été un tout petit peu, certains avaient été un tout petit peu sceptiques sur le sujet ici, dans ce C'est la même équipe qui se retrouve ce matin. C'est la même équipe qui se retrouve ce matin. Et j'avais été... Finalement, on a raison. J'avais été, voilà, trouvé très, très optimiste. Et Stéphane, permettez-moi de me ranger du côté... Oui, il n'y a pas de souci. Tout à fait, le jour là d'ailleurs, justement, le jour là d'ailleurs, vous étiez de mon côté à la fin, à la grande surprise de Stéphane. C'est pourquoi ça ne me surprend pas, parce que c'est la même dynamique. Et donc, effectivement, les Guépards ont pu se qualifier, comme nous sommes en train de constater là, en raison effectivement des enjeux et surtout des critères de qualification et de passage au second tour. C'est heureux, nous sommes très contents pour les joueurs, pour le staff, pour le ministère, pour la fédération, pour le pays en général. Et donc, c'est un choc parce que les enjeux sont très relevés, c'est-à-dire qu'il faut contrôler surtout la tête du groupe. Et contrôler la tête du groupe permet en réalité de rencontrer un adversaire qu'on estime, et il faut pouvoir le dire comme cela, qu'on suppose peut-être de moindre qualité et en huitième de finale, parce que là, avec tout ce qu'on est en train d'apprendre depuis hier, que c'est devenu formel, que les joueurs passent, que l'équipe passe au second tour, et on est déjà en train de voir que nous allons pouvoir peut-être affronter le Maroc en huitième de finale si on demeure le troisième du groupe. Et donc, vous comprenez que si on réalise peut-être l'exploit de battre le Sénégal, on va pouvoir passer logiquement à la tête du groupe et donc espérer un adversaire qui ne va pas être un adversaire de la taille du Maroc, parce que jusqu'ici, tous les observateurs, j'ai encore parcouru un tout petit peu la presse, ne serait-ce que la presse locale ce matin, et il y a certains experts qui ont déjà effectivement dit ce que tout le monde a pu observer à la télé pour ceux qui ont suivi quelques matchs. Le Maroc, c'est l'une des équipes les plus flamboyantes jusqu'ici du tournoi. C'est d'ailleurs d'abord le pays organisateur, donc qui est poussé par ses supporters à domicile, mais également qui pratique un très beau football. N'oubliez pas que le Maroc a été finaliste de la dernière Coupe du Monde. Donc c'est une très très grande équipe, le Maroc. Ça va être difficile pour les Guépards de négocier une victoire. Donc, une prochaine qualification passe au Maroc à partir des huitièmes de finale. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est un très gros choc. Et donc, le Sénégal également n'a pas envie de faire piètre figure. Le Sénégal également n'a pas envie, et surtout d'aller défier l'ogre que tout le monde est en train d'éviter pour l'instant, parce que c'est pas quand même, si vous devez survivre dans le tournoi, vous devez quand même accepter d'affronter finalement les plus forts. Mais pour le moment, chacun a envie de se mettre à l'abri pour ne pas sortir très tôt du tournoi. Donc, c'est très relevé, le défi et les enjeux sont quand même très, très élevés. C'est pourquoi on parle surtout de choc. Mais on parle également de choc parce que le Sénégal également, ce n'est pas une des moindres équipes. C'est le vainqueur de la CAN en 2021. C'est également une équipe très habituée aux grands rendez-vous, notamment à la Coupe du Monde, par exemple, entre autres. Et donc, ça va être très difficile pour les Guépards au regard sur les papiers, bien sûr, au regard des individualités, de la constitution des équipes, d'aller négocier le Sénégal et de vaincre, de battre les Lions de la Teranga, comme vous étiez en train de l'évoquer, de le souligner tout à l'heure. Et donc, les Guépards et les hommes de Guénor, on a bien écouté, je pense, le capitaine Steve Mounier, qui dit que cela ne va pas être impossible de réaliser l'exploit, donc de battre le Sénégal et de prendre la tête du groupe. Donc ils ont effectivement du travail, ils ont un grand défi à relever, ils ont de quoi davantage nous faire rêver, nous rendre fiers d'eux et de toute la nation en allant chercher cette victoire. Ce n'est pas impossible. Le tournoi est en train de nous démontrer, la façon dont les équipes sont en train de se comporter est en train de nous démontrer qu'en réalité, il n'y a plus de petites équipes. Et on le disait ici sur ce même plateau, il n'y a plus de petites équipes. Les gens doivent cesser de penser qu'il y a de très grandes équipes
équipes que de petites équipes ne peuvent pas vaincre. Non, aujourd'hui, le ballon roule pour tout le monde. Le sport est devenu un peu plus une question de technologie. Voilà, tout ce qui entoure les staffs aujourd'hui, dans les constitutions des staffs techniques autour des équipes aujourd'hui, il y a jusqu'à des analystes vidéo. Voilà, c'est-à-dire que interpréter les vidéos, les matchs précédents, même les matchs qui sont en cours, il y a des spécialistes qui sont capables d'être sur des appareils pour être en train d'analyser des aspects techniques. Donc le football aujourd'hui est devenu plus qu'une science. Et donc, c'est à la portée de tout le monde. Et ceux qui se mettent réellement au travail donc, et qui respectent les tactiques. Les Guépards avaient déjà étudié le jeu des Sénégalais, ils tout à pourraient fait. quand même vraiment bien sûr, ils vont réaliser pouvoir, l'exploit. Oui, bien sûr. Ils vont pouvoir proposer quelque chose pour pouvoir contrer. Que... le Sénégal a été récemment... Vous voulez toujours être pessimiste? Non, je reste optimiste. Ou bien cette fois-ci, vous restez optimiste aujourd'hui? Je reste optimiste. Il a tout intérêt à être optimiste. Je reste optimiste parce que quand même... Le sort est de notre côté. Ce qu'on craignait, le sort s'en est chargé pour nous. Et donc, on passe pour les huitièmes de finale. Le sort s'en est chargé pour nous. Donc, ça devrait contribuer à requinquer ou doper le moral de nos... Justement, c'était ma question. Quel impact cette qualification aura sur les joueurs pour, afin j'allais dire, d'affronter efficacement c'est un coup de pouce à leur moral. C'est un coup de pouce à leur moral. Savoir qu'on passe déjà pour les huitièmes de finale. Et puis, surtout, l'élément qu'évoquait Moïse tout à l'heure, il faut pouvoir se dire que nous allons battre le Sénégal pour éviter d'affronter cette équipe que tout le monde est en train de redouter. Et donc, ils n'ont pas quand même le choix que de faire à tout le moins un match nul. À tout le moins un match nul. Sinon, faire... revenir avec la victoire. Parce que, en fait, moi, je me dis que même si sur le papier, il y a des équipes qui partent déjà favoris, aujourd'hui, le football, l'évolution du football démontre qu'il n'y a plus d'équipes qui soient imprenables. Toutes les équipes sont prenables si, n'est-ce pas? Donc, il y a de l'engagement, il y a la force mentale nécessaire, il y a la psychologie nécessaire. Et donc, ce qu'il y a à faire, c'est pouvoir véritablement travailler sur la psychologie de ces joueurs-là. Et puis, je pense que le travail nécessaire sera fait et la victoire sera de notre côté. J'invite tout le peuple béninois à rester mobilisé derrière eux pour que, voyez-vous, la ferveur ou l'effervescence qu'il y avait eu au cours de notre participation à la CAN en Égypte, voyez-vous, que cette même ferveur-là soit ressentie au cours de ce match-là. J'espère que le miracle se fera et le sort qui est avec nous fera également son travail. Mais je suis quand même curieux de découvrir... Au vu des précédents matchs, dites-nous, Moïse, quels sont les atouts de nos Guépards aujourd'hui pour affronter l'équipe sénégalaise? J'allais en arriver évidemment parce que quand il répète avec insistance le sort. Attention, mais c'est quand même des joueurs qui ont joué, c'est des compatriotes qui ont mouillé le maillot. Et il y a certains professionnels quand même, pas des moindres, quand on prend par exemple... Non, je parlais du sort juste par rapport à cette qualification qui pratiquement... nous, on y croyait, nous, on savait. Nous, on savait. Nous, on savait, je me rends du côté. Mais oui, je suis d'accord, tout à fait convaincus mais c'est un coup du sort. C'est un coup du sort. Comment un coup du sort? Vous n'appréciez pas le jeu qui a été fait. Tout un travail a été déployé. Non, on est tous d'accord là-dessus. Vous voulez dire que ce n'est pas un mérite sur ce plateau? Non, en fait, ce que je dis, c'est pas orgueil que je le dis, parce que j'aurais souhaité que ce soit à la fin de 3 matchs régulièrement joués et régulièrement remportés qu'on passe. Maintenant, si les jeux même de la compétition, les règles même de la compétition sont bâties comme ça, j'en déduis que c'est bon, mais en même temps, il faut reconnaître que c'est un coup en huitième de finale sur un coup du sort. On a joué.
On a défié la RDC. C'est vrai, on a perdu face à la RDC. On a mais défié le dignement Botswana. également, parce que Bien les sûr. Guépards ont vraiment joué. Oui, je suis Peut-être d'accord. qu'on pourrait dire que la chance Et n'était s'il pas vous de plaît, notre côté. et s'il vous plaît, permettez-moi surtout de développer et de faire comprendre à mon cher ami Stéphane que non seulement on a joué et on n'a pas fait piètre figure face à la RDC, on a perdu pas sur le score de 1 but à 0, effectivement, mais tout le monde savait ce que représentait cette équipe des Léopards de la RDC. Et donc, ça n'a pas été... Alessandro Songa, par exemple, l'ancien international camerounais, a dit que durant la compétition, sur ce qu'il a pu observer jusqu'ici, le Bénin est l'une de ces surprises agréables et que le Bénin a pratiqué l'un des meilleurs footballs jusqu'ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les éléments, les joueurs béninois ne sont pas en train de faire piètre figure. Et pour battre le Botswana, peut-être que vous n'avez pas suivi parce que vous ne croyez même pas 100% aux gars. Peut-être que vous n'avez pas suivi. Moi, j'ai suivi ce match-là de bout en bout. Je l'ai suivi. Je l'ai suivi. Voilà, il a fallu que les gars, ils ont mouillé le maillot, ils ont bien joué, ils ont très bien joué. Et il y a une certaine cohérence dans le jeu, il y a une certaine synergie dans le jeu. Effectivement, au premier match, on avait quand même 5 à 6 grands cadors, à 6 grands titulaires qui étaient absents pour raison de blessures, pour certains et raison de suspension pour d'autres. Et quand ces joueurs-là sont revenus dans l'équipe, quand ces cadors-là, quand ces tauliers-là sont revenus, ça a impacté la qualité du jeu. Le Bénin a offert l'un des meilleurs spectacles possibles pour pouvoir en venir à bout du Botswana et donc récupérer les 3 points. Et ce sont les 3 points que nous avons pu. Pardon, il y a un chat là que je dois pouvoir chasser parce que c'est Stéphane certainement qui est en train de l'envoyer. Et donc, il a fallu récupérer ces 3 points-là pour pouvoir avoir l'opportunité aujourd'hui d'être parmi les 3 meilleurs et donc de se qualifier. Donc, ce n'est pas sur un coup du sort. C'est-à-dire que les gars, le staff technique, tout le monde y est allé de sa force, de son courage, de son intelligence. Les gars ont mouillé le maillot et ils ont récupéré régulièrement les points. Et donc, les critères de la compétition leur permettent aujourd'hui de se retrouver en 8e de finale parce qu'ils ont fait ce qu'ils doivent faire d'abord. Ça, il faut d'abord l'admettre, il faut d'abord reconnaître. Et maintenant, ce à quoi on s'attend, c'est qu'effectivement, cela puisse booster leur morale. Et vous aviez commencé par le dire tout à l'heure, et c'était très bien, effectivement, que cette situation puisse booster leur morale et qu'ils puissent aller chercher, puiser dans tout ce qu'il y a comme réserve en termes de motivation et d'énergie dans leur corps pour pouvoir effectivement mettre en échec également, pourquoi pas, les lions de la Teranga, parce que c'est possible, ce n'est pas impossible. Nous avons déjà démontré, et même face à cette même équipe de Sénégal, nous avions déjà eu des confrontations par le passé où on a tenu le Sénégal en échec, on a joué 1-1. Donc ça veut dire que nous sommes en mesure effectivement de faire quelque chose. Aujourd'hui que j'étais en train de dire, aujourd'hui que nous avons encore de meilleurs atouts. Nous avons des joueurs comme Steve Mounier, nous avons des joueurs comme Olaïtan Junior, nous avons des joueurs comme David Kiki, nous avons effectivement Cécile d'Almeida quand même. C'est un soldat, Cécile d'Almeida, il est pratiquement à tout. C'est vrai, il joue un peu le milieu, mais ceci, généralement, quand il est là, il est partout sur l'aire de jeu, mais en ce moment, il est blessé, il ne va pas pouvoir être aligné. Mais nous avons quand même des éléments pour pouvoir remplacer. Il y a Rachidi Moumini, c'est des gars quand même qui sont en train d'arriver. Il y a beaucoup de jeunes. C'est vrai qu'ils sont plus si nouveaux dans l'équipe, mais qui sont quand même en train de monter en puissance, qui sont en train de... Les Imran, par exemple, ce sont des gars qui, quand même, quand ils sont là, les Olivier Verdon, quand ils sont à la défense, vous voyez, ils permettent à l'équipe de retrouver une certaine sérénité, une certaine tranquillité. Et donc, on va espérer que la majorité de nos éléments soient dans leur meilleur jour aujourd'hui et qu'ils puissent nous sortir tout ce qu'ils ont de meilleur en eux pour que nous puissions effectivement continuer davantage d'écrire l'histoire. C'est possible, moi j'y crois. Je pense que nous avons des éléments pour... J'y crois aussi. Et nous allons y arriver. Mais alors, Moïse, Stéphane, quels sont les atouts aujourd'hui de l'équipe nationale pour affronter les Lions de la Teranga? Non, je pense que Moïse a déjà commencé par évoquer, c'est le premier aspect, c'est déjà la jeunesse de notre équipe. C'est déjà la jeunesse de notre équipe et
Le deuxième élément, c'est leur volonté. Quand on les voit jouer, on sent qu'ils ont de la détermination. Ils veulent offrir, n'est-ce pas, du beau spectacle. Et quand moi je les ai suivis, en tout cas, ne serait-ce que sur les 2 matchs déjà, on sent une certaine cohésion. On sent une certaine cohésion dans le jeu. Et donc, je me dis que ça va contribuer à les aider à affronter cette équipe du Sénégal, qui n'est pas une petite équipe aussi d'ailleurs. Mais comme je l'ai dit, le football, c'est aussi la tête. Hein, ce n'est pas seulement la technique, il y a aussi la tête. Et donc, si vous êtes dopé ou requinqué à bloc, n'est-ce pas, donc, dans votre tête, vous pouvez affronter toutes les équipes possibles de ce monde. Et donc, je pense que notre équipe est quand même prête pour affronter le Sénégal et peut s'offrir même une victoire. Ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il faut quand même comprendre, hein, il faut comprendre les règles du jeu sont ce qu'elles sont, mais je disais tout simplement que le sort vient du fait que si il n'y avait pas ces règles-là, peut-être qu'on attendrait la fin de ce 3e match-là pour nous fixer. Et je dis que c'est quand même heureux pour nous, et ça va être un élément de stimulation pour ces jeunes-là qui vont nous faire plaisir lors du match de ce jour. Alors, quel rôle doivent jouer les supporters béninois d'abord dans le cadre de continuer cette d'y croire, il faut compétition? Ouais, il faut continuer d'y croire. Et quand on parle de supporters béninois, il ne s'agit pas simplement de ceux qui sont au stade. C'est pas uniquement ceux qui sont allés, ceux qui ont pu faire le déplacement du Maroc pour pouvoir accompagner physiquement le 11 national, mais également tous les citoyens béninois. Il faut que nous soyons optimistes, il faut que nous soyons derrière l'équipe et être derrière l'équipe surtout en esprit et en prière. Également, qu'on puisse donner de la voix, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit également à travers les échanges, les discussions comme nous sommes en train de le faire ici ce matin. Il faut que quand les joueurs, quand le staff, quand ils vont dans les médias, quand ils ouvrent les réseaux sociaux, etc., qu'ils se sentent accompagnés, qu'ils se sentent soutenus. Cela va également aider effectivement à booster le moral, à donner envie aux gars sur le terrain pour qu'ils puissent se donner davantage pour le drapeau. Il faut également pouvoir compter sur les personnes qui ont pu faire le déplacement, que réellement ils puissent donner de la voix dans le stade. On ne doute pas de ce qu'ils vont pouvoir faire le job, ils vont pouvoir faire le travail, mais il faut surtout faire le travail avec beaucoup de conscience. Il faut rester constant de la première jusqu'à la dernière minute dans le soutien, même dans les moments les plus difficiles. Vous savez, pendant 90 minutes, vous n'êtes pas forcément les seuls à pouvoir contrôler tout le jeu. Il arrive des phases de jeu où vous êtes moins bon, où vous êtes moins en dedans, comme on dit, et donc vous êtes en baisse de régime, en baisse de performance. C'est à ces moments surtout qu'il faut réussir à pouvoir rester derrière les gars. Même quand ils auraient peut-être encaissé, ça peut arriver qu'ils encaissent peut-être avant l'adversaire, mais il faut toujours quand même rester derrière l'équipe. Il faut toujours continuer de pousser après les joueurs pour qu'ils puissent davantage... Et c'est surtout, je pense que c'est surtout sur ça, cet aspect-là qu'il faut pouvoir insister, parce qu'il y a quand même des supporters qui, dès que l'équipe prend... qui jettent l'éponge dès les premières difficultés. On est découragé, tout à fait. On est déçu, ou parfois on commence par lancer des slogans hostiles à ces joueurs-là. Je pense que c'est des comportements qui ne sont pas dignes de supporters. Quand vous supportez quelqu'un, il faut pouvoir le soutenir ou le supporter jusqu'à la fin. Même quand la défaite est imminente, il faut pouvoir y aller jusqu'à la fin. Et puis, au-delà des supporters qui ont eu la chance de faire le déplacement là-bas, il y a tout le peuple. Parce qu'un peuple, c'est une âme. Hein. Tout à fait. Si on reste unis, ça va contribuer à leur envoyer quand même de très bonnes ondes là-bas. Et puis, il faut mobiliser les blogueurs, les TikTokers, les influenceurs et tout pour que des contenus
des contenus très, de soutien, voilà, de soutien soit solidarité, fait pour que ces joueurs-là puissent quand même sentir qu'on est tous unis derrière eux et ils ont l'obligation de gagner ce soir. Alors Stéphane, une question pour vous. Oui. Croyez-vous en cet exploit? J'y crois fermement, j'y crois fermement, j'y crois fermement, j'y crois fermement. Je suis convaincu que ce soir on va gagner. Score je pense, pronostic. Je pense 1-0 en faveur des Guépards. C'est quand même réaliste. Si Stéphane y croit, ça veut dire que nous allons effectivement gagner. Et moi, je pense que nous pouvons gagner 2 buts à 1. Donc, on va donner une possibilité. Vous le disiez tantôt, hein, ce n'est pas une petite équipe. Hein. Ce n'est pas une petite équipe. On va donner une possibilité au Sénégal, parce que c'est quand même une très grande équipe, d'amortir un tout petit peu le choc en nous mettant un but. Et au moment où nous allons leur mettre 2 buts. Et donc, pouvoir si les battre. Les Guépards gagnaient ce match d'aujourd'hui, quel est le message que le Bénin ou le 11 national transmettrait à la face du monde? Ah non, mais c'est comme les blogueurs ont l'habitude de dire, hein, les TikTokers, si on gagne le Sénégal, bon, envoyez-nous l'Argentine. Non, effectivement, ça va être quand même un message très fort. C'est déjà très fort ce que nous avons pu faire jusqu'ici, c'est déjà très fort, c'est déjà un message. C'est-à-dire que, vous voyez, les pays comme le Gabon, par exemple, sont rentrés, alors que quand vous avez les joueurs comme Mario Lemina ou encore Pierre-Emerick Aubameyang dans cette sélection et qui se fait déjà éliminer d'ores et déjà du tournoi, c'est quand même très fort de retrouver, de voir, de constater que le Bénin continue l'aventure pendant que ces cadres-là, ces grands noms du football africain sont déjà en train de rentrer chez eux. Donc le message, c'est déjà un message très fort. Vous allez voir que les Béninois aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux, ils sont à l'aise pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir titiller, pour pouvoir un tout petit peu causer, et comme on le dit, avec les autres pays, avec les autres nationalités. Ça va être également un message très fort si nous parvenons à réaliser cet exploit-là, en termes de signal, en termes de message que nous envoyons désormais au monde par rapport à nos capacités sur le terrain, bien sûr, dans une discipline où le Bénin n'était pas quand même compté parmi les meilleurs, parmi les favoris. Et moi, j'y crois fermement. Je pense qu'un grand travail a été effectué ces dernières années et que nous allons pouvoir commencer par jouir des fruits à travers des exploits et des performances qui vont sortir de l'ordinaire. Et je vais ajouter que le Bénin, sous l'égide de ce gouvernement, s'est quand même révélé sur le plan économique, sur le plan touristique, sur le plan, je veux dire, culturel. Et ce serait quand même bien que cela soit couronné par cette révélation du Bénin sur le plan sportif. Surtout sur le plan footballistique, parce que même dans le sport, on n'est pas quand même si absent en général dans le sport. Si on peut aller jusqu'au bout, ce serait quand même très, très intéressant pour le Bénin. Il ne reste donc qu'à souhaiter bonne chance à nos amis Guépards.